Bonjour, c'est Cédric Ingrand, bienvenue dans Question de confiance, le podcast d'information et de décryptage d'AXA France. Quels sont les dangers de l'alcool et comment y faire face ? L'alcool a beau être l'une des addictions les plus courantes aujourd'hui, elle reste difficile à comprendre, à prévenir, à combattre aussi. Elle est aujourd'hui la deuxième cause de mortalité évitable en France, après le tabac. Pire encore, elle touche aujourd'hui de plus en plus les jeunes, avec des conséquences lourdes, on va le voir. Pour autant, dans l'arsenal des campagnes de prévention de l'abus d'alcool, il y a aussi des nouveautés, comme par exemple ce que les anglo-saxons appellent le Dry January, faire l'expérience d'un mois avec au moins le moins d'alcool possible et tester au passage la résistance de ces bonnes résolutions. On en parle aujourd'hui avec une experte qu'il est d'ailleurs devenue par son parcours personnel. C'est aujourd'hui la présidente de France Janvier Sobre. Bonjour Laurence Cotet. Bonjour Cédric. C'est un plaisir de vous avoir aujourd'hui. Alors, on va se parler des risques liés à cette addiction, qu'ils soient immédiats ou à plus long terme, mais surtout, on va partager les initiatives, les actions qui sont mises en place aujourd'hui pour la prévention et l'accompagnement de ce qu'il faut bien appeler des malades. Mais d'abord, expliquez-moi en deux mots, l'idée de Janvier Sobre, c'est l'adaptation française de ce que les anglo-saxons, outre-Manche, ont inventé il y a quelques années, comme le Dry January, ce janvier sec sans alcool ? Exactement. En fait, jour pour jour, le 4 janvier 2019, nous avons été quelques-uns, et en fait c'était plutôt des malades alcooliques abstinents, à entendre que les médias français commençaient à parler du Dry January. Par contre, on s'est dit, on reste français, et on va adapter le concept à la française, et c'est devenu le janvier sobre. Sobre est un adjectif qui veut dire boire peu de boissons alcoolisées. C'est la définition du Petit Larousse. Et donc, on se lance au cours du mois de janvier, c'est le janvier des bonnes résolutions, on se lance son propre défi. L'important est de rester sobre ou abstinent. En fait, on a le choix. L'important est toujours de rester en deçà des seuils de consommation à moindre risque. C'est ça le janvier sobre. Moi, j'ai longtemps appris que dans l'alcool, par exemple, il n'y avait pas de seuil de risque, il n'y avait pas un seuil en dessous duquel l'alcool était absolument sans risque, que ce soit pour tomber dans l'addiction ou pour les effets à long terme. Ça veut dire qu'on s'est quand même fixé des seuils de consommation raisonnables, mais pourquoi pas avoir juste adapté le Dry January dans ce sens du janvier sec absolument sans alcool, comme l'ont fait les Anglais ? Parce que les Anglais ont choisi le janvier sec pour répondre à un phénomène qui est le binge drinking. Je pense que nous en parlerons plus tard. Oui, absolument. J'ai envie de vous résumer qu'en France, en fait, vous avez deux catégories de buveurs. Vous avez les 10%, c'est la frange des gros buveurs. Cette frange de 10% des Français consomme 58% de la consommation totale d'alcool, de la quantité totale d'alcool en France. Pour cette frange des 10%, je pense que le janvier sec est excellent. Si tant est que l'on se fasse accompagner d'un médecin pour éviter tout accident de sevrage. Il reste les 90 autres % de la population qui n'ont pas de problème à proprement parler avec l'alcool, qui parfois sont un peu dans l'excès. Et donc, on s'est dit que à ces gens-là, on va leur proposer la sobriété, c'est-à-dire on a un discours beaucoup plus ouvert. On leur dit pas d'alcool. Pourquoi voulez-vous leur imposer pas d'alcool à ces gens qui n'ont pas de problème particulier avec l'alcool ? Et très sincèrement, Cédric, dans le contexte actuel de la Covid, nous ne sommes donc pas dans un nouveau interdit, parce que je pense qu'on en a un petit peu marre des interdits. Donc pour revenir à ces 90%, on les invite à s'interroger à leur relation avec l'alcool, avec leur mode de consommation, et on leur dit fixez-vous votre propre défi. Je le disais en introduction, cette initiative, elle vient aussi de votre parcours personnel. Comme vous l'avez dit, j'ai été alcoolique. J'ai été alcoolique pendant 15 ans. C'est un véritable enfer. Quand on est alcoolique, ça veut dire qu'on est drogué à ce produit alcool. Ça veut dire que la seule obsession de la journée, c'est l'alcool. D'accord ? Quand vous avez connu ça, et que vous êtes donc dans l'obligation de vous soigner, vous allez bien sûr vous faire accompagner par un médecin. Mais quand le médecin vous dit « Madame, je suis désolé pour vous, mais la seule solution, c'est plus d'alcool », je puis vous dire que c'est extrêmement violent à recevoir. Donc,
forte de cette expérience, j'ai pas voulu prendre ce discours pour revenir au janvier sobre. Je suis beaucoup plus dans la pédagogie, pas dans l'interdit, c'est-à-dire pas d'alcool. Restez dans une responsabilité de consommation, fixez-vous votre propre défi et vous allez voir, ça marche beaucoup mieux. Les gens viennent vers nous. Ce qui est intéressant, évidemment, c'est de voir à quel point la France reste parmi les plus gros consommateurs d'alcool au monde. On est 6e parmi les 34 pays de l'OCDE. On le disait au début, l'alcool, c'est aujourd'hui la seconde cause évitable de décès chez nous. Mais quand on rentre dans le détail des chiffres, ça devient glaçant. C'est-à-dire que, par exemple, près de 14% des 18-24 ans, c'est-à-dire des très jeunes adultes, déclarent au moins une dizaine d'ivresses par an. Et alors, j'ai été frappé de voir que 26% des 65-75 ans déclarent une consommation quotidienne, régulière d'alcool. Ce qui est intéressant, c'est de voir que sur les 20, 30, 40 dernières années, au travers de campagnes de santé publique, on est arrivé, par exemple, à faire reculer le tabagisme, que ce soit en France ou en Europe. Pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas aujourd'hui à faire reculer l'alcoolisme dans les mêmes proportions ? Alors, je pense que le tabac et l'alcool sont deux substances psychoactives, mais il ne faut pas les traiter de la même manière. Le tabac tue. Et c'est indiqué sur les paquets neutres, avec des images épouvantables. On fait tout, et l'État fait tout, pour stopper la consommation de tabac, et à long terme, on n'y touche pas. Là, de ce côté-là, l'État a pris ses responsabilités, et le mois sans tabac existe au mois de novembre. Par contre, pour l'alcool, on est toujours extrêmement gêné d'aborder le sujet. On l'aborde même pas avec son médecin traitant. Et l'État n'arrive pas à communiquer sur le sujet. Parce que il y a aussi les lobbies des alcooliers d'un côté, et puis après vous avez également les lobbies des addictologues hygiénistes de l'autre. Et ces deux camps, finalement, s'affrontent depuis plus de 50 ans, depuis la loi Evin. Et du coup, rien n'avance. Et c'est ça l'originalité de notre petite initiative citoyenne du janvier sobre, c'est que nous, on en a eu ras-le-bol de ces querelles. On n'appartient en tout cas moi personnellement, je n'appartiens pas ni à un camp ni à l'autre. J'ai décidé de faire sans. Et c'est donc des citoyens qui, aujourd'hui, tentent de communiquer sur l'alcool et l'alcoolisme en mettant en place des moyens de prévention, dont le janvier sobre. Alors, à l'origine du Dry January anglais, eux voulaient lutter principalement contre le binge drinking, un problème qu'on a souvent caractérisé comme un problème quasi purement britannique. Est-ce que ce problème-là, il est le même chez nous ? Et d'ailleurs, comment est-ce qu'on définit le binge drinking ? Alors, la définition, c'est défonce express, c'est-à-dire je vais boire dans un court laps de temps la quantité la plus importante d'alcool sans m'effondrer. Donc, en fait, c'est un jeu. C'est presque un sport. Oui, c'est devenu, pour les jeunes, et vous avez raison d'insister là-dessus, ils jouent avec l'alcool. Et les résultats, ce sont des comas éthyliques et parfois mortels. Ça a démarré dans les pays scandinaves et notamment en Grande-Bretagne. Donc, pour contrer cela, ils ont créé le janvier sec, et c'est donc le Dry January. Alors, ce jeu est arrivé en France. Là-dessus, beaucoup de choses ont été faites, beaucoup de communications ont été menées, notamment par les associations d'anciens buveurs et par les soignants, les professionnels des addictions. Et depuis quelques mois, voire je pense une année, les alcoolisations ponctuelles immédiates, comme on les appelle en France, sont en train de diminuer. Donc là-dessus, on a avancé. Je voudrais quand même rajouter que vous parlez des jeunes, mais il faut aussi parler des femmes. Savez-vous que l'alcool touche de plus en plus de femmes ? Et nous n'avons pas le même type de consommation pour les femmes de ma génération et les jeunes femmes de 25 ans. Dans ma génération, nous tombons dans les chiffres que vous avez donnés, nous sommes plutôt sur des consommations quotidiennes et un jour ou l'autre, pour une raison X, nous pouvons tomber dans la dépendance. Pour les jeunes femmes, et je le sais parce que j'en accompagne beaucoup, et quand je dis jeunes femmes, elles ont à peine 25 ans, certaines d'entre elles sont devenues complètement alcooliques, déjà. Donc vous imaginez la problématique pour ces jeunes femmes de rester abstinentes, parce que là, c'est la seule solution toute la vie. Et quand je leur pose la question, mais comment vous avez fait, comment se fait-il que vous êtes alcoolique
Qu'est-ce qui s'est passé? Et là, elles me disent, écoutez, on a démarré à 15-16 ans, on était avec les mecs et on voulait leur montrer qu'on était capable de faire comme eux. Voilà, c'est un problème de parité, c'est un problème de mimétisme. Et là-dessus, il faut faire de la prévention et c'est ce que nous sommes en train de faire. Alors, en préparant ce podcast, vous me disiez qu'évidemment, il n'y a pas de mauvais moment pour faire le point sur sa consommation personnelle d'alcool, mais surtout qu'en fait, il ne faut pas attendre d'avoir touché le fond pour essayer de s'en sortir. Effectivement, moi j'ai touché le fond, ça a été l'ivresse manifeste publique de trop, c'est le 24 janvier 2009. Cette histoire est connue, mais j'aime la répéter parce qu'elle alerte les consciences. Je m'effondre, ivre morte, à la cérémonie des vœux, chez Vinci, devant 650 cadres supérieurs. Je perds tout. En une fraction de seconde, ma dignité de femme, mon travail, mes amis, je perds tout sauf la vie. Et la question, faut-il attendre de toucher le fond, et là au sens propre comme au sens figuré, pour réagir quand on a un problème avec l'alcool? Non. Moi j'ai cette chance, cette histoire, elle a déjà 10 ans. Vous entendez dans mes propos que j'ai pas de séquelles neurologiques ou physiques. J'ai une chance extraordinaire. Je dis même parfois je suis miraculée. Je puis vous dire que beaucoup qui tomberont au fond, resteront au fond ou s'en relèveront avec des séquelles à vie. Donc n'attendez pas, si vous écoutez mes propos, si ça vous parle, si vous pensez que votre consommation est excessive voire abusive, n'attendez pas de toucher ce fond. Allez en parler à quelqu'un qui peut vous aider. Est-ce qu'on est toujours conscient de sa propre dépendance à l'alcool quand elle existe? Est-ce qu'on peut vraiment devenir un alcoolique qui s'ignore? Oui, malheureusement, c'est ce qu'on appelle le déni. Alors, c'est quand même de moins en moins le cas, parce que depuis quelques années, depuis une dizaine d'années, vous avez de plus en plus de témoignages, comme les miens. Vous avez de plus en plus de livres qui ont été écrits. Il y en a encore 2 d'ailleurs qui vont sortir par des femmes journalistes de vos consoeurs, sur l'alcoolisme mondain, festif, etc. Donc je trouve que ce type de témoignage aide les gens à sortir de leur déni et à se rendre compte, en étant plus dans la culpabilité, que l'alcoolisme peut arriver à n'importe qui, que ça n'est pas une question d'intelligence, de culture, de couleur de peau ou de religion. Ça peut arriver à n'importe qui et c'est donc plus le déni qui vous retient pour vous faire soigner. Là, on tombe dans une autre notion, on tombe dans la honte. La honte d'être devenu alcoolique. Et Cédric, si vous me le permettez, je voudrais rappeler la petite phrase de l'alcoolique au Petit Prince de Saint-Exupéry qui dit « Pourquoi tu bois? Pour oublier quoi? Pour oublier la honte. La honte de quoi? La honte de boire. » Il a tout résumé. Oui, clairement. C'est là-dessus qu'il faut travailler, sur cette notion de honte, et c'est par ce genre d'ailleurs de podcast que nous y arrivons. Écoutez cette Madame Côté, elle avait un beau poste, elle a touché le fond, elle s'est fait soigner et aujourd'hui, elle a retrouvé une place dans la société. C'est une maladie chronique qui se soigne comme n'importe quelle autre maladie chronique. Alors justement, une fois qu'on arrive à dépasser le déni et ou la honte, est-ce qu'on peut arrêter seul? Ou alors, comment est-ce qu'il faut absolument se faire aider? Je pense qu'il faut absolument se faire aider. D'abord, arrêter seul quand on est dans la dépendance, ça peut être mortel. On a des accidents de sevrage qui sont des déliriums très minces ou des crises d'épilepsie. Donc, il faut se faire accompagner par un addictologue ou un médecin traitant qui va mettre en place un parcours de soins individualisé. Le premier interlocuteur, c'est quoi? C'est mon généraliste? Moi, je pense que c'est le généraliste, oui. C'est le médecin traitant qui a plus de temps, c'est celui qu'on connaît. On est dans l'humain aussi. Vous savez, c'est terrible de devoir évoquer. Vous parliez du tabac. Quand quelqu'un dit « je vais arrêter de fumer », on l'applaudit des 2 mains. Quand quelqu'un dit « j'ai peut-être un problème d'alcool, je vais peut-être arrêter de boire », on le regarde avec des gros yeux, on le montre du doigt. On a encore beaucoup de travail à faire. Donc, il faut se faire entourer, il faut se faire encourager et le parcours de soins est très long. La rechute est prégnante. Vous le savez, l'alcool est partout.
Je vais vous quitter tout à l'heure, je vais voir, la première photo que je vais voir, c'est une bouteille de whisky ou la galette des rois avec la bouteille de cidre à côté, affichée dans la rue. Et c'est comme ça. Et c'est comme ça, et ce sera toujours comme ça, parce que 90% des Français n'ont pas de problème avec l'alcool. Mais si vous êtes en cours de sevrage, la moindre image de ce type peut vous mettre dans un état de stress, d'angoisse, et peut vous faire acheter la bouteille à la supérette du coin. Donc, il faut mettre le filet de sécurité pour s'en sortir, et c'est donc toute une équipe pluridisciplinaire qui va vous aider à vous en sortir. C'est le médecin traitant, c'est le médecin addictologue, c'est parfois le psychiatre, et c'est souvent une association d'anciens buveurs. On peut mentionner aussi Alcool Info Service, c'est-à-dire qu'il y a des services d'écoute, de soutien et d'information qui sont prêts à vous écouter, que ce soit au téléphone ou en chat sur Internet, de manière totalement anonyme, parce qu'évidemment, là aussi, il y a des gens qui comprennent qu'ils ont un problème, mais qui sont pas encore arrivés au stade où ils arriveront à dépasser la honte. Et vous l'avez dit aussi, des groupes de soutien. C'est la 3e édition cette année de France Janvier Sobre. Comment est-ce que vous allez savoir si c'est une opération réussie ou pas ? Écoutez, je puis vous dire qu'elle est déjà réussie. On n'est que le 4 janvier. On a démarré, nous, une communication depuis quelques semaines. J'ai cette chance d'avoir des partenaires, et notamment des entreprises. Depuis 6 mois, nous avons été à la rencontre des entreprises. Moi, j'ai démarré avec le secteur du BTP, parce que c'est le BTP qui est le plus impacté. Mais aujourd'hui, je suis surprise de voir sur le site Janvier Sobre le nombre de téléchargements du kit d'accompagnement personnel, et ce téléchargement se fait par des entreprises, et non des moindres, des compagnies d'assurance, des mutuelles et des grosses entreprises industrielles. Donc cette année, à cause du confinement, je pense que les entreprises ont envie d'être le porte-parole de cette initiative de sobriété pour aider les salariés qui, pour certains, sont en télétravail et risquent de prendre aussi des mauvaises habitudes, parce que quand on est seul, on a envie d'oublier le manque d'affection de nos proches, puisqu'on n'a pas pu les rencontrer, et donc qu'est-ce qu'on fait ? On se sert un petit verre, etc. Donc, pour répondre à votre question, cette 3e année du Janvier Sobre est déjà un succès. Je pense aussi que c'est dû au fait qu'on n'est pas sur du janvier sec. On est vraiment dans la pédagogie. On n'est pas dans l'interdit. On n'est pas dans le sans alcool. On est dans l'invitation à se fixer son propre défi et à ressentir bien sûr les bienfaits d'une abstinence ou d'une réduction d'alcool. Alors pour aller plus loin, je voulais quand même rappeler 2 actions d'AXA Prévention. D'abord, le guide des addictions, édité en partenariat avec SOS Addiction. Le guide est gratuit, vous pouvez le télécharger en ligne. On vous mettra le lien dans les notes de cette émission. On y mettra aussi des liens vers certains articles régulièrement postés sur la thématique de l'alcool sur le site axaprévention.fr. Et puis enfin, Laurence Cottet, vos 2 livres sur le sujet. D'abord évidemment, le petit guide pour réussir son mois sobre chez Interédition. Et surtout, non, j'ai arrêté, trouver un chemin de sortie face à l'alcool, réédité régulièrement, dernière réédition, août dernier, toujours chez Interédition. Merci beaucoup Laurence Cottet. Avant de se quitter quand même, rappelez-nous où on peut aller chercher plus d'informations sur ce Janvier Sobre. Allez sur le site www.janviersobre.fr. J'en profite pour dire que nous avons un partenariat avec une application qui s'appelle MyDéfi, qui est extrêmement efficace et qui accompagne les gros buveurs de manière anonyme, de manière quotidienne, pour coller vraiment à leur consommation d'alcool et les aider à la réduire. Voilà, je pense que beaucoup de choses sont dites et on n'en est qu'au début. Dans 10 ans, nous en reparlerons de ce Janvier Sobre. Avec grand plaisir. C'est la fin de cet épisode. Merci à tous de l'avoir suivi. Pensez à vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée. Tant que vous y êtes, n'hésitez pas à cliquer sur 5 étoiles, à nous laisser vos commentaires. Ils aideront les autres à découvrir ce podcast. Et à bientôt pour une nouvelle question de confiance.